Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan vient de s'imposer 2-1 à San Siro face à la Roma. Un but de Kessie à la 40e minute sur centre de Ricardo Rodriguez avec un beau décalage de Bonaventura. Égalisation à la 59e de Fazio sur une belle passe décisive de Calabria. Relance hasardeuse, on y reviendra. Il y a eu 2 buts refusés également. Un but d'Higuaín à la 61e sur passe décisive je crois de Bonaventura à vérifier. But refusé pour hors-jeu. Et un but de Nzonzi refusé pour une main dans la surface. Et c'est là le clou de l'attraction. C'est là l'événement du soir. C'est Cutrone entré à la 80e ou 81e, je sais plus, qui marque à la 95e minute sur une passe décisive d'Higuaín. Et ça fait plaisir, revoir Cutrone marquer, c'est toujours un festival, c'est le chouchou des supporters, il finit en beauté, celui-là, il va marquer les esprits, et j'accueille pour en discuter bien évidemment Emilia qui fait son grand retour, Roland et Superio, salut à vous. Salut à tous. Bon Emilia, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc il est temps que tu t'exprimes un petit peu sur le Milan. Comment as-tu vécu ce match ? Comment j'ai vécu ce match? Alors déjà, je l'ai vécu sur un streaming russe un peu douteux, donc moyennement. Mais sinon, au-delà de la qualité du streaming, j'ai trouvé en fait globalement moyen. Ouais. Et je trouve qu'on s'en sort très très bien. Parce que ok, la Roma a pas été folle ce soir. Franchement, c'était très très bof aussi de leur côté. J'ai trouvé qu'offensivement ils étaient un peu éteints, même complètement éteints. J'y reviendrai notamment quand on fera les évaluations individuelles, mais je trouve que la première mi-temps aurait pu laisser beaucoup plus de regrets parce qu'on gâche un nombre de ballons, mais c'est monstrueux. Je les ai pas comptés, mais oh là là, j'étais fou devant mon écran. Et je me suis dit, quand j'ai vu comment le match était en train de tourner, je me suis dit qu'on allait la regretter. Et finalement, heureusement, cadeau du ciel, miracle des loups, tout ça, on s'en sort. Mais que c'était dur, que c'était compliqué, quoi. J'espère que pour le moral de cette équipe, ça va s'améliorer parce que avec ce qui s'était passé à Naples et le fait qu'ils se soient fait remonter comme ça et même qu'ils aient perdu 3-2 après avoir mené 2-0, je m'attendais un peu au même scénario là. Ah oui, ça a failli se reproduire, c'était clairement ça semblait écrit, c'est vrai qu'il y a eu 2 mi-temps très distincts, on a archi dominé on va dire la Roma sur la première mi-temps et ensuite ça s'est nettement équilibré, voire inversé. Je rappelle juste qu'Higuaín a fait une frappe sortie par Olsen à la 17e pour parler des occasions de la première mi-temps bien sûr, puisque c'est ce que tu évoquais. Il y a eu ensuite une très belle frappe de Suso sortie par ce même Olsen à la 28e et il y a eu côté romain une tête de Chic sur Donnarumma, la seule d'ailleurs occasion romaine, pas dangereuse du tout à la 35e. Superio, partages-tu l'opinion d'Emilia ? Oui, j'ai eu l'impression de revoir le même match que contre Naples avec le Milan qui contrôle le jeu, qui a des bonnes transitions, des bonnes sorties de balles, qui peine à exister dans les 20 derniers mètres avec un Higuaín qui était un peu isolé, qui redescendait par moments, et le Milan qui se fait remonter. Heureusement, en face, la Roma est assez pâle en ce début de saison. Pour preuve, dans leur match de lundi, ils ont dû vraiment cravaché pour revenir contre l'Atalanta. Ils perdaient même 3-1 à la mi-temps, si ma mémoire est bonne. Et ils ont une défense assez friable. En une semaine, ils ont pris 5 buts. Donc une Roma qui est bien pâle, une victoire qui fait du bien au moral. Et comme tu l'as dit, Cutrone est le héros de la soirée, d'autant plus qu'il a une intersaison assez mouvementée, vu qu'on lui met Higuaín dans les pattes, ce qui renforce encore plus son mérite. Ah bah y a un grand débat là-dessus, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur le forum, moi j'étais contre, je suis toujours contre le fait de mettre dans les pattes des jeunes qui ont prouvé l'année précédente, même des stars internationales. Alors c'est vrai que c'est difficile de refuser Higuaín, on va pas se mentir, c'est quand même le meilleur buteur, bon pas l'année dernière, mais du calcio, du football italien depuis de Serie A en tout cas depuis quelques années, mais ce qui est regrettable si tu veux c'est de voir Cutrone que 10 minutes en fait, il faudrait doser davantage et Gattuso je trouve ne dose pas assez, j'espère que ça va s'équilibrer, surtout après ce but, dans les matchs qui viennent. Roland, tu vas parler bien sûr du Milan, mais la Roma, si je ne m'abuse, faisait partie des équipes qu'on présentait comme des ténors de la Serie A, sur le papier en tout cas, après les transferts, après l'intersaison. Finalement, ils ont un peu déçu. Comment l'as-tu trouvé cette Roma ce soir ? Bah ouais, c'est vrai qu'on parle quand même d'un demi-finaliste de Ligue des Champions de la saison passée, mais il y a eu plusieurs mouvements dans cette équipe qui font que si elle reste toujours bien sûr une équipe prétendante aux 4 premières places, je la trouve peut-être moins convaincante. Et c'est vrai que ces 2 premières sorties en Serie A laissaient déjà montrer un peu ces hésitations, que ce soit à Turin pour la première journée, où c'est une victoire dans les dernières minutes grâce à un but de Dzeko.
alors que le Torino avait beaucoup bougé la Roma. L'autre jour, c'est un match nul contre l'Atalanta, alors que l'Atalanta a longtemps mené au score. Donc c'est vrai que je suis assez surpris par cette Roma dans la mesure où elle est assez à réaction, je trouve. Mais en tout cas, ce qui pourrait un peu illustrer le problème de la Roma de ce soir, c'est le latéral droit Karsdorp qui a été à la rue face à Çalhanoğlu. Bon, faut le comprendre, lui, il a longtemps été blessé, mais voilà, j'ai trouvé la Roma un peu à contretemps, qui a bien su se ressaisir en deuxième période, comme vous le disiez avant. Mais honnêtement, un autre résultat pardon, qu'une victoire ce soir, je pense que ça aurait été assez décevant pour le Milan en tout cas. Et Leonardo aurait allumé Gattuso bien sûr. Et alors ce Milan justement, poussif en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a du mal à finir nos matchs. Alors la préparation foncière de Gattuso a été apparemment, enfin d'après ce que j'ai entendu, très très appuyée, très marquée. On sait qu'il aime beaucoup le physique, évidemment, c'était son jeu comme joueur. Peut-être qu'il y a un contre-coup aussi, hein, et que les résultats commenceront à payer dans quelques temps. Et puis on rappelle aussi que le Milan, c'est toujours depuis 2 ans beaucoup de nouveaux joueurs, donc la sauce c'est pas facile à prendre quoi. Bah, après, cette année, c'est vrai que ça a moins bougé par rapport à l'année passée. Il y a eu beaucoup de recrues côté Milan, mais pour l'instant, le 11 titulaire n'est pas vraiment chamboulé. À part Higuaín devant, et puis bah, Musacchio qui a pris pour le moment la place de Bonucci. Ouais. Mais c'est vrai que on a cette faculté à caler en deuxième période, Ouais. physiquement, qui est assez effrayante. Et dès le début de la deuxième période, on s'est fait très vite peur parce qu'on a tout de suite reculé. La Roma s'est tout de suite montrée nettement plus dangereuse, alors qu'on n'avait pas forcément l'impression qu'elle voulait être dangereuse, parce qu'on s'est mis en difficulté tout seul. Et le but de la Roma en est une nouvelle illustration. Certes. Alors Emilia veut prendre la parole depuis un petit moment, donc je vais la lui donner tout de suite. Et simplement, je pose la question à vous trois. euh, Est-ce le bon schéma, quoi? On en vient sans arrêt à ça, quoi. Est-ce qu'il faut mettre une seule pointe? Beaucoup de personnes, enfin je trouve que de plus en plus, on lit sur les forums des avis de supporters qui souhaiteraient voir 2 attaquants. Alors je sais que c'est risqué de mettre en place ça. Aujourd'hui, les entraîneurs sont suffisamment frileux pour éviter trop frileux, pardon, pour éviter pour mettre 2 neufs, hein, pour titulariser 2 neufs côte à côte. Mais c'est peut-être une piste qui devrait être envisagée pour dégager des espaces dans la surface, pour faire des fausses pistes, etc. Parce que là, c'est vrai que le dernier geste, les 30 derniers mètres, ça pêche un peu, et c'est peut-être lié au fait justement qu'il n'y ait qu'une seule pointe qui est prise dans les taux de la défense adverse, quoi. Emilia. Alors, si tu commences à me lancer sur les schémas tactiques, Oui, je sais, ça et les stades. non, sérieusement, oui, mais je suis totalement d'accord avec toi sur le côté 2 attaquants, surtout quand on voit le travail de Cutrone aux côtés d'Higuaín, c'était intéressant en fin de match. Faut pas oublier non plus, on dit oui, ça se fait plus de mettre 2 attaquants, etc., etc. Mais faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps, la défense à 3, ça se faisait plus du tout. C'était un truc qui était obsolète depuis près de 30 ans, et c'est revenu. Le jeu à la barcelonaise qu'on a salué à la fin des années 2000, c'est quelque chose qui a été inventé à l'époque de la Hongrie de Puskás dans les années 50. Tout est cyclique en fait au niveau des tendances tactiques. À chaque fois, il y a toujours une grande mode au Mais niveau c'est tactique. comme la barbe et la moustache, dans c'est le- revenu à la mode alors que c'était ringard il y a 10 ans. Exactement, mais si tu veux, il y a toujours un système tactique qui est prédominant à une époque. Du coup, on en met un autre pour pouvoir le battre, et ainsi de suite. Et au final, tu finis par retomber sur tes pattes parce que il y a que 11 joueurs sur le terrain, et tant que ça changera pas, les systèmes seront toujours limités, à moins qu'on se mette à inventer un système avec 2 défenseurs seulement et tout le reste en La attaque. pyramide Je sais de pas, Cambridge, mais, c'était il y a longtemps quand même, hein, mais je sais que ça existait, ouais. voilà, mais tu vois l'idée, quoi. Et il y a plein de systèmes comme ça qui font que revenir. Le 4-3-3, c'est pareil. À une époque, ça se faisait pas du tout. Enfin, voilà, peut-être que bientôt on va revenir au bon vieux 4-4-2 à plat façon Manchester 99 ou je sais pas. La Peut-être qu'on Manchester va 99 qui joue avec Cole et York, c'est-à-dire 2 avant-centres, comme deux Vieri. purs avant-centres. Exactement, Deux comme purs avant-centres. Et t'avais le Bayern aussi qui jouait comme ça avec Giovanni Elder et Et Jan Janker. Koller aussi. Il y avait Janker, Il y avait Karsten Janker. Karsten Karsten Janker Janker. et Jan Koller qui a Et joué dis là-bas donc, aussi. Romario Ouais. Stoichkov à Barcelone. C'était pas mal, hein. Et puis C'était Vieri marché un petit Vieri Crespo à l'Inter en 2003, demi-finaliste de Ligue des Champions qui est éliminé contre nous. Et puis contre Shevchenko, Inzaghi. Exactement. Enfin, Question Shevchenko de Inzaghi, jeu c'était un d'attaque. tout petit peu différent quand même. Il y avait des. C'est un Mais peu cela dit, je suis différent. d'accord, c'est 2 buteurs, hein. Voilà, et c'est comme, enfin, il y en a eu plein
Pareil, à l'époque où Arsenal alignait Bergkamp, Thierry Henry aussi. Ouais. Ça avait de la gueule aussi. Hein. Mais non, pour moi, effectivement, un système à 2 attaquants, pourquoi pas? Ça s'essaye au moins. Bah, C'est ça le truc. on peut tenter, c'est certain. Et alors ta réaction Ça portait se sur quoi? Moi, c'était plus ça. Après, quitte à faire un changement tactique dans cette équipe, on y reviendra sur les individualités encore, mais au niveau du milieu de terrain, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est absolument pas. Pour moi, là, c'est pas compliqué. C'est Higuaín qui faisait milieu de terrain quasiment. Le nombre de fois, je l'ai vu redescendre, mais bas, pour venir chercher des ballons. C'était Et terrifiant. d'ailleurs, il a failli faire une passe décisive à Dzeko à la 49e. Hein. Alors qu'il était en Ouais. position de numéro 6, quoi. C'est pas Mhm. possible. C'est pas possible. Là, il faut vraiment. Là, quitte à faire des recrutements. J'ai rien contre les bonhommes, hein, mais à un moment donné, là, il y a du boulot, quoi. Au niveau du milieu de terrain, je sais pas ce qu'il faut inventer là. J'ai peut-être pas la solution. Mais ce qui est sûr, c'est que le 4-3-3, là, dans ce cas-là, avec ces joueurs-là, c'est pas la bonne. Certainement, Superio. Oui, je voulais intervenir sur deux sujets. Le premier, juste pour revenir sur la Roma. Alors la Roma, une chose que je n'ai pas comprise, le jeune Kluivert avait fait une très bonne entrée contre le Torino et avait permis justement le but de Dzeko. Et Di Francesco ne le fait pas rentrer alors qu'il aurait pu mettre à mal le côté milanais défendu par Calabria qui était Oui, il fait un mauvais début de foireux, saison. Ouais. Ouais, ouais. et très foireux par moment, surtout défensivement par donc, On rappelle juste, Superio, on rappelle juste que Bellanova est disponible et qu'il a fait un brillant championnat d'Europe des moins de 19 ans. oui, tout comme toute l'Italie, hein, l'Italie des moins de 19 qui est arrivée en finale. Hein. Exactement. Perdu 4-3 contre le Portugal. Et un dernier mot sur la Roma. Devant, ils font jouer Patrick Schick depuis quasiment un an, alors qu'il n'a toujours pas retrouvé son niveau de la Sampdoria. C'est quasiment un plot devant, mais qui ne pose pas beaucoup de problèmes à une défense. Hein. Là aussi, il devrait peut-être réfléchir à ça. Et concernant le milieu de terrain, je suis tout à fait d'accord. Il manque peut-être même pas peut-être, un joueur technique au milieu de terrain capable de transpercer par des passes en profondeur, ce que Biglia n'est pas capable de faire. Il n'est plus capable de faire. Le Bah, Biglia de Biglia la sur la Lazio, descente. Je trouve que Bonaventura, en revanche, revient assez bien. En tout cas, physiquement, je le trouve plus affûté. C'est quand même lui qui fait le décalage sur le premier but. Et corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est lui qui lance Higuaín sur le but refusé. Oui. il me semble. Tout à fait. Ouais. Lui a cette capacité à faire les passes à justesse technique que Biglia n'a plus. Hein. Le Biglia de la Coupe du Monde 2014, c'est un vieux souvenir. Hein. Bon, d'ailleurs, il était même pas titulaire avec l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Il était sur le banc, me semble-t-il. Dans une Argentine plus. Remplaçant dans une équipe qui se fait sortir bien rapidement. Oui, c'est ça, dans une Ouais. Argentine très moribonde. Ça dit beaucoup. Donc avec Roland, nous passons au top 3. Alors, quel joueur as-tu pu extraire de ce match côté milanais? Alors en premier lieu, je vais me dire Higuaín. Même s'il a encore pas marqué, bon, il y a eu un but refusé, mais il est hyper précieux. Même il est obligé d'aller chercher les ballons bas, comme on disait avant, à cause des défauts du milieu de terrain. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait les autres années sur le poste de numéro 9. Enfin, le moindre ballon qui lui arrive, on a l'impression que c'est aimanté. Il le garde dans les pieds, il le ressort proprement, il descend chercher le ballon, contrôle, j'écarte sur les ailiers ou sur les milieux qui arrivent en montant. Enfin, je le trouve hyper intéressant dans ce qu'il fait et on voit que le passage qu'il a fait à Turin lui a été bénéfique parce que à l'époque où il était à Naples, il était nettement plus dans la finition pure et dure et arriver dans une équipe comme la Juve où il n'y a pas forcément de joueurs qui sont mis sur un piédestal, c'est vrai que je pense que ça l'a fait beaucoup travailler à ce niveau-là et ça l'a rendu encore meilleur puisque outre la finition, il devient intelligent dans le jeu et enfin il est devenu intelligent dans le jeu et il le montre dans ce Milan, mais malheureusement il le montre trop dans la mesure où on le voit beaucoup trop au milieu de terrain et peut-être pas assez dans la surface parce que voilà, c'est les mots dont on parlait déjà dans l'émission de pré-saison et qui se sont confirmés sur les deux premières rencontres. Le milieu est à la rue, donc c'est compliqué pour Higuaín, mais je l'ai trouvé super utile. Et puis bah, ça passe sur le but de Coutron et un régal. Beaucoup, je pense, auraient allumé à l'entrée de la surface à l'endroit où il était. Et puis bah, il a la vision pour faire la passe
aux jeunes qui venaient de rentrer. Donc je trouve ça couronne son match qui a encore été très intéressant. Je rappelle juste, pardon de te couper, mais je rappelle juste que du côté de Brescia, il y a un petit jeune qui s'appelle Tonali qui est très très bon et qui coûte 10 millions. Voilà. Ouais, voilà. C'est le genre de joueur que j'aimerais bien avoir au Milan parce que ça coûte pas grand-chose et je pense qu'on a mis parfois beaucoup plus d'argent sur des mecs qui avaient nettement moins de talent. Ah Enfin, bah bref, Kessié, c'est 18 millions de mémoire. Hein. c'est 28. Kessié? Oui, c'est 28. Non. C'est 8 millions l'achat l'été dernier et 20 millions l'obligation d'achat qui sautera l'été 28 prochain. millions pour Kessié? Oui, oui. Oh, cette arnaque. Ouais, je te laisse continuer. Ouais. Sur les tops, alors deuxième place, je vais mettre Çalhanoğlu, Oui. qui a fait son premier match de la saison et qui était très très remuant, très intelligent et par rapport à la majeure partie de la saison passée où il avait tendance à être la tête dans le guidon, à ne pas se séparer du ballon au bon moment. Bah, ce soir, j'ai trouvé très très juste. Que ce soit dans les passes, dans ses choix, beaucoup de feintes de corps qui ont été utiles. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que son adversaire direct, Karsdorp, a pas été phénoménal, mais il lui en a fait voir toutes les couleurs et je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment utile. Et je trouvais qu'il combinait très bien avec Higuain et je pense qu'il y a quelque chose à exploiter à ce niveau-là. Et j'ai suffisamment taillé par le passé, si on veut dire. Çalhanoğlu pour reconnaître qu'aujourd'hui il a fait un très bon match et que s'il continue comme ça, alors même qu'il n'est pas à son poste de prédilection, ça va être un élément indispensable du Milan. Et puis pour terminer, j'ai un peu hésité, mais je pense que je vais mettre Ricardo Rodriguez, sans être phénoménal comme on lui reproche souvent. Il a été très bon. Là encore, j'ai trouvé qu'il était assez complémentaire avec Çalhanoğlu. Je trouve que les deux s'entendent très bien. Ses centres ont été utiles et d'ailleurs à tel point que c'est lui qui centre très bien sur le premier but, sur le but de Kessié. Globalement, voilà, le côté gauche m'a plu, avec Bonaventura un peu en retrait par rapport aux deux que j'ai cités précédemment, mais bah d'ailleurs, c'est Bonaventura qui fait l'ouverture vers Rodriguez sur le premier but, et c'est Bonaventura qui fait aussi la passe pour Higuain sur le but qui a été refusé. Mais voilà, Bonaventura, comme tu disais précédemment, est bon physiquement. C'est ce que je craignais dans l'émission de pré-saison. C'est ce que j'annonçais, voilà, par rapport à sa blessure. Ah, mais c'est très bon signe pour la suite, ça. Parce qu'il va Ouais, revenir. À partir du moment où le j'espère. physique est là, le reste suit en général. Et d'ailleurs, à Naples, me semble-t-il, ça a été. J'ai pas bien vu le match, hein, je faisais plein de trucs en même temps. Mais ça a été l'un des moins mauvais côté milanais, d'après ce qu'on m'a raconté. Bah, il a marqué son but, mais moi, je l'ai trouvé après assez transparent, comme à l'image du reste du milieu de terrain. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de mes trois tops pour le soir. Voilà. Très bien, Emilia. Alors, en ce qui concerne les tops, pour moi, donc bon, je vais avoir quasiment les mêmes puisque bon, Higuain, je crois que tout a été dit. Moi, j'aime bien aussi son côté leader déjà sur le terrain, hein, parce que déjà, il replace, il, je sais pas, il a un truc vis-à-vis de ses coéquipiers. On sent qu'il est déjà bien dans le groupe. Il apporte son expérience. Il apporte l'expérience qu'il a pu avoir, que ce soit au Real, à Naples et plus dernièrement à la Juve. C'est un joueur qui va nous faire du bien, même je dirais globalement à l'institution. Pas seulement juste en termes comptables au niveau des buts, mais également dans le vestiaire, etc. Je pense qu'il va pouvoir apporter beaucoup de choses. Çalhanoğlu aussi. J'ai bien aimé. Je trouve qu'une fois qu'il a la balle dans les pieds, il est intéressant. Il se passe quelque chose quand il a la balle, quand il a le ballon, et s'il peut accélérer, c'est encore mieux. Et après Bonaventura, quoi. Bonaventura, j'ai les passes. Juste rien qu'avec ça, il a fait peut-être 4 à 5 fois plus de boulot que tous ses compères du milieu de terrain. Donc forcément, pour moi, voilà, il est incontestable dans ce top. Oui, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Soupalio. Alors, en troisième position, je choisis Higuain pour les mêmes raisons que vous avez évoquées. En deuxième position, j'ai fait un choix qui est différent des vôtres. Je mets Romagnoli, qui m'est apparu, outre le Capitana, comme un leader de défense, toujours bien placé. Bon, c'est vrai qu'il avait à marquer le cousin éloigné de Dzeko, mais il s'en est très bien sorti. Les relances étaient bonnes et
ça fait plaisir de voir un capitaine, jeune défenseur italien, titulaire à Milan. Et en première position, Ricardo Rodriguez pour non seulement tout son côté défensif dans ce match, l'apport offensif et ses dribbles de dégagement qui étaient souvent réussis, qui ont permis des bonnes relances. Bon, vous avez tout dit, moi j'ajoute juste Cutrone et je peux pas m'en empêcher, c'est mon chouchou, et puis surtout, c'est le chouchou de tout le monde. Alors je sais qu'il a joué que 10 minutes, mais en dehors de son but, ça a été un aimant à ballon sur ces 10 minutes. C'est regarder le peu de temps de jeu qu'il a et le nombre de fois où finalement il touche le ballon et où il réussit à être dangereux, parce qu'il est là, il est sur tous les bons coups. Et je veux voir Cutrone titulaire, souvent, voilà. Aux côtés d'Higuaín, ou même sans Higuaín s'il faut alterner, j'en sais rien, mais il doit jouer, quoi. On peut pas le laisser uniquement 10 minutes par match, c'est pas possible, il est trop précieux, il est trop bon, tout simplement. Et puis un petit mot sur Çalhanoğlu pour confirmer ce qu'a dit Roland, parce que c'est vrai que je l'ai pas mal taillé l'année dernière, et j'assume, parce que sur une saison ça dure quoi, 8-9 mois, il a été bon 2 mois contre des petites équipes, donc là il y avait une équipe à peu près bonne, même s'ils sont, enfin à peu près bonne, sur le papier, parce qu'en réalité la Roma n'est pas exceptionnelle en ce début de saison, vous l'avez bien souligné, mais c'est vrai qu'il a été brillant, enfin brillant. En première mi-temps notamment, deuxième mi-temps c'était un peu moins bien, mais j'ai trouvé très juste, très précis, collectif, contrairement à la saison dernière où très souvent il avait la tête dans le guidon et il avait du mal à lever la tête et à regarder un petit peu son attaquant. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant et à confirmer quoi, hein, à confirmer. C'est sûr que s'il joue comme ça va être difficile de le sortir du 11. On passe au flop avec Roland. Alors, pour les tops, j'ai beaucoup encensé le côté gauche. Pour les flops, ce sera plutôt le côté droit, avec en tête de liste, je dirais Calabria, qui est dans la lignée malheureuse de son match contre le Napoli, où même s'il a marqué, il était toujours en contretemps, il était toujours trop loin de son vis-à-vis. Et je trouve que ce soir, ça a à nouveau été le cas. Bon, ça n'a pas été catastrophique, hein. Mais c'est pas voilà, je pense que c'était le moins bon sur le terrain. Et il démarre cette saison comme il avait démarré la saison dernière. Il avait relevé la tête après, mais il démarre mal ses saisons. Parce qu'il avait coulé à Rome contre la Lazio en début de saison passée. Oui. Mais d'ailleurs, c'est lui qui cette fois-ci est un peu coupable sur le but de la Lazio, pardon, de la Roma, puisqu'il dégage. Ah bah oui, sans il fait trop... une relance, oui bien sûr. C'était assez ridicule, donc voilà, ce sera lui en première place. Ensuite, je sais pas trop pour le reste du côté droit, mais c'est vrai que Suso m'a assez horripilé par rapport à ses centres. Il n'y en a pas un qui est passé. Ça n'a rien apporté. Il a arrosé pied gauche des centres, des tirs qui finissaient dans le défenseur qui était à 2-3 mètres devant lui. Voilà, un match comme il en fait beaucoup en fait. Il remonte parfois les ballons et puis le dernier geste est manqué. Donc c'est vrai que c'était assez horripilant. Et d'ailleurs, j'ai vu parfois Higuaín s'énerver un peu, mais c'est vrai qu'Higuaín c'est un attaquant, donc c'est le genre de joueur qui va avoir tendance à s'énerver facilement s'il n'a pas le ballon qui lui arrive correctement. Et pourtant, Suso a été le meilleur passeur milanais ces dernières années, mais c'est vrai qu'il y a tellement de déchets que ça en devient énervant. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que les corners ce soir, la quantité de corners qui ont été joués à deux pour rien, enfin, ça c'est insupportable. Je trouve ça insupportable, mais après, il faut relativiser dans la mesure où la Roma a beaucoup de gabarits derrière et que nous, on n'en a pas, hein, faut dire ce qui est. Donc c'était pas forcément une bonne idée de lancer au milieu de la surface, mais alors les corners joués à deux, moi c'est un truc qui m'horripile particulièrement. Et puis troisième place, sans trop de conviction, je vais mettre Kessié parce qu'on l'a connu pire. En plus, bon, il est buteur ce soir. On l'a connu pire, mais c'est encore beaucoup d'approximations, beaucoup de pressing à contre-temps et de courses pas forcément judicieuses. Donc même s'il a une caisse physique qui lui permet de beaucoup tenir la distance, je pense qu'il pourrait s'épargner certains efforts et en faire plus ailleurs. Donc voilà, je le mets là parce que je savais pas trop qui mettre à sa place. Mais loin d'être convaincu, voilà, bon, il a fait un match brouillon à l'image de ce qu'il fait d'habitude, quoi, voilà. Emilia. Alors, juste une petite parenthèse concernant les tops. Tu as cité Cutrone qui a joué 10 minutes. J'aimerais bien qu'on ait un petit mot aussi pour Castillero. J'ai trouvé pas mal. Vas-y, pas mal en effet. Vraiment intéressant dans sa rentrée. Je le verrais bien comme titulaire à la place de Suso, qui sera le premier de mon flop.
Bonne Parce que transition. Suzo, ça rime avec perso et que ça résume assez bien son jeu ce soir. Moi, c'est pareil. Hein, autant j'ai été capable en début de saison dernière, quand il avait été un peu bon, de reconnaître qu'il l'avait été. Autant là, ce soir, moi, il m'a rendu fou. Ensuite, il y a eu un fantôme aujourd'hui à San Siro. Un fantôme au milieu de terrain, un fantôme argentin. Je sais pas qui était ce mec. Je sais pas si c'était un vigile, un stadier, un jardinier, j'en sais rien. Mais en tout cas, Biglia, c'est pas possible. Biglia, éventuellement dans une équipe qui joue le maintien, hein, mais pas plus. Je veux dire, là, c'est plus possible, quoi. On l'a pas vu. Il se faisait même replacer par son gardien. C'est-à-dire, Donnarumma récupère un ballon et il doit dire à Biglia où se passer pour relancer. Qui a 15 ans C'est de pas moins, hein, possible. on va le rappeler. Ouais, il y a 15 ans de moins, mais quand même. Mm. Quand même. Non, c'est pas possible. Là c'est vraiment... effectivement, je pense que c'est à ce moment-là, en tant que sportif, où tu te dis c'est fini. C'est dans ces moments-là où tu dis, comme Nesta qui disait, bah Messi va trop vite pour moi. Là, c'est pareil. Ah, Lucas, je suis désolé, c'est fini. Là, faut rentrer chez toi maintenant. C'est terminé. Et enfin, bon, Calabria a fait un match honteux, ça c'est un fait. Mais à la limite, moi je vais plus, vu que j'en profite un peu, hein, je suis pas là souvent. Ah, mais t'es le bienvenu quand tu veux. Hein. Voilà, juste revenir un petit peu sur une petite déclaration de Calabria, j'en profite, hein, au passage. C'est le soir, comme il a été brillant. Sur une petite déclaration qu'il nous a faite au lendemain au soir du trophée, je sais plus si c'était trophée Berlusconi ou Bernabeu, je sais plus lequel des deux. Enfin bref, le match qu'ils ont joué, que Milan a joué au Real, où il nous a dit, et là j'ai le truc sous les yeux, que c'était son premier match en Rossonero dans un stade aussi prestigieux. Ah ouais, d'accord. Je pense que, non content de nous infliger son talent douteux, il ajoute maintenant l'ignorance crasse. C'est bien. C'est bien. Je sais pas. J'ai vu. Enfin, je sais pas. Il peut pas rejoindre. Il peut pas rejoindre. Comment il s'appelle là, notre. J'ai oublié son attaquant, son nom là, l'ancien attaquant Mbaye Niang. Hein, il peut pas le rejoindre là à Rennes. Il irait bien là-bas. Je l'enverrais bien à Rennes. Bon, après, il avait bien fini la saison dernière, donc moi j'irai pas le tailler comme ça, mais je suis d'accord sur la phrase, c'est très malheureux, et puis sur sa prestation de ce soir, bien sûr. Bah, il est honteux. Il est honteux. Enfin, il a rien à faire là, lui non plus. Enfin, ce soir, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre à la limite. C'est que on a 3 joueurs qui passent au travers, mais vraiment quoi. C'est Suso, il est complètement à contretemps par rapport aux autres de l'attaque. Biglia, il est fantomatique sur tout le match, il se fait engueuler par tout le monde. Et Calabria, il est pas bon. On fait 3 changements, aucun des 3 ne sort. Ça, c'est mystérieux pour moi. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, pour moi, je comprends pas. Non, mais c'est Ça noté, c'est m'échappe. clair, ça a le mérite d'être clair. Ça m'échappe totalement. Allez, Roland, une petite réaction. Oui, simplement sur Bilia, il a été beaucoup critiqué après son match contre le Napoli, mais même Gattuso a reconnu que le moment où on a coulé, c'est le moment où il l'a fait sortir. Ancelotti l'a concédé d'ailleurs lui aussi en disant que au moment où Bilia est sorti, bah, c'était un cadeau que faisait Gattuso. Mais le truc, c'est que Y a ouais, ce personne. soir, Bilia n'a pas été fantastique, mais qui mettons à sa C'est place? ça, y a personne. Ah bah, je suis bien d'accord. C'est peut-être le moins pire des milieux qu'on a en termes de un peu de vision de jeu et de régulation, enfin. Donc on se fait épingler par le fair play financier pour ça, Ah non, mais ça, pour avoir un joueur de cette qualité. C'est là où moi j'ai un problème. moi, je remets, à l'époque où on l'a recruté, je trouvais qu'on le payait très cher pour son âge. Mm. Et le fait est que déjà la saison passée, il a été moyen. Mais s'il continue comme ça cette année, enfin, on n'aura plus qu'à le bazarder. Et le problème, c'est qu'on n'a personne d'autre de mieux à mettre. Et je pense qu'au milieu de terrain, c'est peut-être le moins pire. Eh Voilà. ben écoute, j'ai une idée, on propose un échange avec Tonali à Brescia, voilà. On verra s'ils acceptent. Bon, allez, Soupalio, ton flop. Alors, c'est quasiment les mêmes que les vôtres. Hein. Suso, je reviens pas sur ce que vous avez dit. Calabria, qui, pour moi, malheureusement, ne progresse pas défensivement. Il y a toujours un attaquant qui part dans son dos ou une relance hasardeuse, pardon, alors qu'il se projette plutôt bien offensivement. Mais il faut savoir, un arrière latéral doit surtout défendre et protéger son côté. Et Biglia, vous avez
vous avez tout dit et je rajouterais juste une couche en disant, vu le niveau de Biglia, ne valait-il pas mieux garder le pauvre Locatelli et essayer de lui donner un petit peu confiance au milieu de terrain? Ah, mais tellement. Ah mais ça je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux, il y a les anti-Locatelli qui te diront que c'est lui qui a refusé l'offre de rachat ou je sais pas quoi. Euh, Locatelli a demandé à partir apparemment. Donc, bah oui, mais il y a peut-être des raisons. ah Qu'est-ce que oui, non, tu veux? mais après, je trouve quand même, alors je suis complètement pour ce qui est promotion des jeunes, mais un jeune ne doit pas prendre pour acquis sa position et réclamer du temps de jeu à outrance. Non mais c'est pas à Euh, outrance, en fait moi je comprends ce que tu dis, effectivement, on peut avoir cette ligne-là, ça se défend, il y a une question d'éthique, tout ça, il n'y a pas de souci. Toutefois, Locatelli a joué quoi? 3 matchs l'année dernière, titulaire? Je sais pas. Enfin, c'était ridicule, quoi. Je veux dire, le non, traitement de Locatelli l'année dernière, c'était n'importe quoi, faut dire les choses. on a trop fait jouer Montolivo l'an passé. C'est Bah ça le truc. c'est vrai, bien sûr. Locatelli aurait dû être le premier remplaçant à Bilia. Non mais ça peut Malheureusement, dégoûter, ce que je veux dire c'est que ça peut écœurer un jeune, c'est comme Cristante, comme il est parti, il a souhaité partir, bah oui mais je le comprends, il jouait pas. Quand tu joues pas du tout et que tu n'as pas de perspective, c'est humain de te dire bon bah je vais voir ailleurs quoi, je vais voir ailleurs si on me donne plus de temps de jeu. À un moment donné j'ai pas envie qu'on me brise ma carrière comme on a brisé celle de tant d'autres. Je dis pas que le club doit systématiquement faire jouer les jeunes, même si moi j'aimerais qu'ils jouent plus, hein, je l'ai toujours dit, mais je comprends les mecs qui, dans un contexte de destruction des jeunes, d'anti-jeunes en Italie, c'est un peu ça, hein, depuis 15 ans, eh bien se disent bon bah je vais tenter ma chance ailleurs. Parce que c'est à peu près, si tu veux, c'est leur seule porte de sortie, quoi, il n'y a rien d'autre. enfin l'an passé, Coutron et Calabria, c'est pas non plus. Ah bah Cutrone oui bien sûr, mais Cutrone ils ont eu le courage de le faire jouer, c'est vrai, je suis d'accord. Effectivement, mais ça a été une exception et ça a très bien fonctionné, mais Locatelli ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a des postes qui étaient doublés par des internationaux, soit étrangers, soit italiens avec Montolivo, mais qui du coup ne cédaient pas leur place quoi. Alors que Cutrone c'est vrai, alors en même temps il faut dire qu'André Silva et comment il s'appelle Kalinic ont été particulièrement mauvais, hein. Donc je pense que même Montolivo n'était pas aussi mauvais que ces deux-là si tu veux. Donc il y a aussi un Oui, c'est degré vrai. il y a aussi un degré dans la médiocrité qui a permis à Cutrone de jouer et ça a payé tant mieux. Parfois, ce qui est dommage, c'est que les jeunes justement jouent parfois par défaut. Tu vois, c'est ça que je déplore. J'aimerais qu'on les mette parce qu'ils sont forts tout simplement. Et Cutrone a prouvé qu'il était fort encore ce soir, mais pas seulement. Et j'espère que ça va se poursuivre quoi. Mais bon, quand on voit le niveau de Bilia, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Juste, Emilia veut réagir. Je voulais juste dire une petite chose, personne n'a parlé donc je tenais à le faire, du tacle de Donnarumma à la 52e, tacle extrêmement risqué mais réussi, un peu chanceux. Je sais pas Pour si une c'était fois. souhaitable de faire ça, mais c'est vrai que c'était un fait de jeu qu'il fallait rappeler. Et oui Mia. Ouais, non, juste, effectivement, tu fais bien de souligner ce tacle. Je pensais en parler, je l'avais noté. Moi, j'avais trouvé l'action très, très bonne, justement, très lucide. Ah bah très bien. Non, simplement, bon, moi, tu sais que j'aime bien faire des comparaisons avec d'autres choses que le football, sortir un peu la tête de ce rectangle vert. C'est bien, Et digressons. voilà, comme tu sais que je suis vachement dans le basket aussi, je vais faire une petite comparaison. Il y a quelques années, l'équipe qui jouait à San Francisco, ils avaient un petit jeune qui avait un petit peu du talent sur le poste de meneur de jeu et un vétéran qui était quand même bien installé, qui faisait honnêtement son travail et qui était plutôt correct. Seulement, ils ont décidé de transférer le vétéran en question, qui s'appelait Monta Ellis, qui s'appelle toujours, hein, il était encore vivant, pour laisser la place au petit jeune. Et il se trouve que le petit jeune en question, il s'appelle Stephen Curry. Ah ouais. Et Stephen Curry, bah, il est 2 fois meilleur joueur de la NBA, 3 fois champion et en passe d'être 4e cette année à mon avis. Voilà. Comme quoi, des fois, quand t'as un petit jeune qui a un peu de talent, lui faire de la place, ça peut être pas mal. Bah oui, c'est sûr. Après, je dis pas que Locatelli c'est Zidane, hein. Mais Ah non, bah quand, évidemment, quand je vois, évidemment. Mais ça pourrait, et c'est ça peut-être pas pourrait devenir Zidane. un très bon joueur, évidemment, C'est évidemment. peut-être pas Zidane, mais tu vois, ça pourrait être. Alors l'exemple sera peut-être un peu forcé, hein, mais ça pourrait être Marquisio, tu vois. Pourquoi pas, mais on n'en sait rien en fait. Le problème c'est qu'on peut pas le C'est savoir, on ne ça le donne pas une truc. chance de On le peut pas le savoir, c'est ça que savoir. je regrette. Exactement. On se donne pas la chance de le voir. Bon, alors on passe au mot de la fin avec Soupario. Mon mot de la fin, c'est bon, tu vois venir de loin, c'est que la semaine prochaine, l'Italie joue à nouveau. Oui, on Et essaiera de après, faire des émissions Soupario pour te faire plaisir, t'inquiète pas, j'y pense. non, mais vu le cataclysme de la non-qualification à la Coupe du Monde et ce qu'on a vécu cet été, ne pas voir l'Italie en Coupe du Monde, ça serait bien qu'il redore un peu le blason, surtout que c'est une saison importante au niveau des équipes nationales, puisqu'il y aura les éliminatoires de l'Euro 2020 et
autre événement très important, en 2019, on a l'Euro Espoir en Italie. Donc l'Italie de Di Biagio est qualifiée d'office. Et on verra si elle est capable de rapporter un titre chez les jeunes qui manquent depuis l'Euro Espoir 2004, génération De Rossi, Gilardino, Barzagli, Amelia Ocage. Bah, c'est vrai qu'on va souvent en finale, mais on gagne pas, ouais. À ces derniers temps, oui, chez les U17 et U19. À U17, on rappelle que c'est au tir au but quand même, hein, en ayant dominé le match, d'ailleurs je crois contre les Pays-Bas de mémoire, et qui était Ça. archi favori de la compétition. Les U17 qui ont été bien plus impressionnants que les U19, hein, qui sont arrivés en finale mais sans être transcendants. Il y avait Tonali qui a un peu surnagé, 2-3 joueurs, évidemment Moïskine, hein, que tout le monde a vu, et puis le grand là qui joue, ah merde j'ai oublié son nom, qui marque des têtes là. Scamac, hein, c'est pas ça Scamac, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ça doit être ça. Mais c'est vrai que oui, il y a des très bons jeunes en Italie et ça se voit. Hein, parce qu'après tout, quand t'as 11 mecs qui arrivent en finale et qui la perdent de peu, c'est quasi comme s'ils la gagnent en réalité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du talent dans l'équipe, donc on aimerait les voir maintenant dans nos clubs à nous. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je citais Tonali tout à l'heure. Il y a du talent en Italie. Et on regarde aujourd'hui, il y a 4 Italiens seulement titulaires côté Milan. Ça, je m'y ferai jamais. Je trouve ça scandaleux. Ça devrait être interdit. Bon, on passe au mot de la fin de Roland. Oui, moi, le mot de la fin, ce sera simplement un petit mot rapide sur le tirage au sort de l'Europa League qui a eu lieu aujourd'hui. Ah oui. Donc le Milan affrontera l'Olympiakos, le Betis Séville et le club luxembourgeois de Dudelange. Je sais pas trop comment on prononce, mais bref. Le premier club luxembourgeois à se qualifier pour une phase de groupe de ces trois. Bon, comme c'est l'Europa League, hein, on savait tous que ça allait être de ce niveau-là. Le Milan a évité les gros poissons du premier chapeau. Donc normalement, la qualif à la première place doit être le minimum syndical. Même si le Betis est une équipe quand même intéressante qui, je pense, peut jouer un football assez convenable, qui a d'ailleurs recruté en prêt, je crois, Lo Celso, le petit Argentin du PSG, Ouais. que je trouve assez intéressant et qui mériterait lui aussi beaucoup plus de temps de jeu à Paris. Mais bon, bref, ça sera au Betis Séville. Donc voilà, le tirage au sort. Et puis j'espère que cette année, ça ira plus loin que les huitièmes de finale. Voilà. Tu m'étonnes. Emilia. Alors, je pense qu'au niveau sportif, on a quasiment tout dit pour ce soir. Le tour de l'actu a été fait. Donc moi, j'aurais juste une pensée pour Gênes, pour toutes les victimes, voilà, pour ce qui s'est passé à Gênes. C'est moche, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai trouvé ça très choquant. Enfin voilà, Gênes, c'est un peu les voisins, quoi. Et ça rejoint ce que tu dis si souvent sur les. Alors tu parles souvent des stades. Sur les infrastructures, bien sûr, les infrastructures, bien évidemment. C'est voilà, on a eu l'exemple Cagliari qui avait plus le droit de jouer dans son stade tellement c'était dangereux. Bah voilà ce qui arrive quand on fait pas ce qu'il faut, quoi. Tout simplement, on le sait, c'est pas, enfin, tous les ouvrages qui sont autour de nous tous les jours, ils sont pas éternels. Il faut les entretenir, il faut que ce soit bien fait. Il faut pas. C'est pareil. C'est pareil en France, c'est pareil partout, c'est pareil au Brésil, c'est pareil dans plein de pays. Mais je veux dire, c'est pas possible que ce soit à la population de payer ça, quoi. Je veux dire, de payer en vie humaine, j'entends. C'est terrible en fait. Moi, je suis à la fois triste et à la fois en colère par rapport à ça. C'est que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce que en arrivant là, on peut se prétendre monde civilisé, quoi? C'est vraiment, moi, je suis choqué. Donc voilà, voilà, ça me fait chier. J'espère que parmi les auditeurs, il n'y a pas de gens qui sont touchés par ça. Et si c'est le cas, courage à eux, quoi. Tout simplement. Bien, on s'arrête là-dessus. Je pense que tu as tout résumé. De toute façon, il fallait qu'on en parle. Le Milan donc joue dans 15 jours. Hein, il y a un petit peu de temps. On essaiera, pour faire plaisir à Soupalio, mais pas seulement, hein, bien sûr. Il y a des auditeurs qui nous attendent aussi sur la Nationale, puisque Casa Milan, historiquement, est la radio du Milan et de la Nationale. Mais comme il n'y avait pas de Coupe du Monde, évidemment, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de l'Italie. Donc, comme les matchs sont diffusés, si je ne m'abuse, sur W9 et l'équipe 21, on devrait pouvoir, sans passer par le streaming, les visionner facilement. Résultat, je pense qu'on fera une ou deux émissions, sans doute, sur la Nationale dans les jours qui viennent. Voilà, messieurs, je vous remercie. Je souhaite à toutes et à tous une excellente nuit, un bon week-end. Et puis, rendez-vous très vite. Salut! Salut. Ciao.